L'Union européenne s'apprête à signer lors d'un sommet organisé à Vilnius des accords avec plusieurs pays de l'Est de l'Europe, provoquant la colère de la Russie. L'initiative pourrait contrecarrer les efforts déployés par Moscou pour former une union eurasienne avec les anciens pays satellites soviétiques, payant moins cher l'énergie russe. L'Ukraine veut conclure un accord d'association avec l'Europe, mais les autorités russes font monter la pression sur ce pays dépendant du gaz russe. Qui sont les gagnants et les perdants de cette guerre froide commerciale qui se prépare? Bonjour et bienvenue dans The Network, un débat intense avec un réseau de personnalités qui font l'actualité. Connecté dans cette édition ici, au Parlement européen à Bruxelles, Hrant Kostanian, chercheur en politique étrangère européenne au sein du think tank CEPS. Également ici au Parlement, Grigori Nemiria, député du Parlement ukrainien et président du sous-comité en charge de l'intégration européenne. Et à Yerevan, Tevan Pogosyan, membre du parti d'opposition Héritage au Parlement arménien. Première question pour Hrant tout d'abord. Sommes-nous à l'aube d'une guerre froide commerciale entre l'Union européenne et la Russie? Vont-elles se partager les marchés comme du temps de la conférence de Yalta? Ce que l'Union européenne propose aux pays du partenariat oriental, à travers l'accord d'association et de libre-échange approfondi et complète, est un programme de réforme excellent, qui a fait ses preuves. L'Union ne leur offre pas seulement cet accord, elle s'engage aussi à soutenir ces pays lors de la phase de mise en œuvre, parce que ces réformes sont très coûteuses et qu'elles nécessitent l'aide technique de l'Union européenne. Donc vous voyez les choses de façon positive. Vous ne parlez pas d'une guerre froide commerciale. Grigori, êtes-vous du même avis? Risque-t-on d'assister à une guerre froide commerciale? Chris, effectivement, on dirait qu'une guerre froide commerciale se prépare. Mais je pense que ce n'est qu'une impression. En substance, il s'agit de deux modèles d'intégration concurrents. D'un côté, on intègre par attraction dans une union qui repose sur des valeurs. Et de l'autre, on intègre sous la contrainte. C'est ce qui se passe avec l'Union eurasienne, selon moi. Tevan, pensez-vous qu'il y a contrainte et qu'une guerre froide commerciale est en train d'éclater? En réalité, je pense que tout découle d'un point très intéressant et sur lequel je suis en accord avec Hrant, à savoir que tout est une question de réforme positive, et je dirais même de stratégie de développement. Mais depuis un certain temps, on résume les choses au seul intérêt stratégique et je pense même que parfois, ces sujets sont utilisés à des fins politiques. Je me tourne vers Grigori. Dans quelle mesure la Russie, et vous devez probablement le sentir dans votre pays, tente d'intimider ses voisins proches pour qu'ils intègrent son Union eurasienne? Elle essaie, c'est certain, et les instruments qu'elle utilise, ce sont l'énergie, le commerce et les droits de douane. Le conflit le plus récent qui a eu lieu en août et septembre dernier a été appelé la guerre du chocolat, lorsque les services sanitaires russes ont estimé tout d'un coup que le chocolat ukrainien n'était plus bon à la consommation en Russie. Ok, Grigori, vous considérez qu'il s'agit d'une manœuvre d'intimidation. Hrant, quel est votre avis? Les autorités russes ont transformé tout ça en un jeu géopolitique et c'est un jeu où il n'y a ni gagnant ni perdant. En ce sens, toutes ces mesures prises par Moscou ne sont pas en accord avec les engagements pris au sein de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. La Russie vient d'en devenir membre et il semble que quand ces règles ne s'accordent pas avec ses visées géopolitiques, alors elle les ignore. C'est une attitude dangereuse. Tevan, votre pays est en passe de rejoindre l'Union eurasienne. Pensez-vous que la Russie fasse pression pour qu'il signe? Je pense qu'il y a vraiment eu une pression sur le choix que l'Arménie devait faire. Mais nous devons être capables de rester sur nos positions et de nous occuper de notre programme de développement. Ce qui, selon moi, passe pour l'Arménie par l'application du modèle des pays européens. De ce point de vue, il y aura une forte pression pour empêcher ça, mais nous devons faire en sorte qu'elle ne nous atteigne pas. Grigori, pourquoi risquer de mettre à mal des relations soit avec l'Europe, soit avec la Russie, en signant l'un de ces accords?
Chris, il est vrai que nos relations, à la fois avec la Russie et l'Union européenne, sont des liens d'interdépendance très asymétriques. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est un choix qui entraîne une simplification. Comme en football, il faut choisir quelle compétition on veut disputer, en Ligue des champions européenne ou dans le championnat russe. Donc la majorité des Ukrainiens, et au sein de la société il y a un consensus sur ce point, a choisi la Ligue des champions, et en ce sens c'est un choix de civilisation. Ok, Rand, pourquoi devenir un partenaire de l'Union européenne quand on peut rejoindre l'Union eurasienne? La deuxième option n'est-elle pas la meilleure pour certains pays comme l'Arménie? Quand un pays intègre l'Union eurasienne, il perd la capacité et la compétence de pouvoir mener sa propre politique extérieure commerciale. Ces pays doivent être capables de signer un accord avec l'Union européenne et en même temps de négocier et de conclure d'autres accords commerciaux avec la Russie. C'est d'ailleurs comme ça que l'Europe voit les choses. Elle ne les résume pas à un choix. C'est la Russie qui en a fait un jeu géopolitique. Tevan, certains jugent que la volonté de Moscou de constituer cette Union eurasienne est une tentative néo-impérialiste d'étendre sa mainmise sur ses voisins proches. Êtes-vous d'accord avec eux? Oui, en réalité, c'est ce dont je parlais un peu plus tôt. Il semble que de leur point de vue, les autorités russes veuillent mettre leurs voisins proches dans leur giron et les détourner de leur programme de développement, du modèle de développement qui vise à faire d'eux des pays démocratiques. Selon Moscou, ils doivent renoncer à ça et adhérer aux aspirations impérialistes russes. Grigory, rejoignez-vous ceux qui estiment que les accords d'association européens empiètent sur les marchés traditionnels de la Russie? Le jeu aura-t-il forcément ni gagnant ni perdant? Non, tout est une question de réglementation. Et c'est vrai qu'appartenir à la fois aux deux unions, européennes et eurasiennes, est impossible. Par conséquent, tout est une question de compatibilité. Ce que l'Europe propose, c'est un cadre transparent d'intégration économique. Et je voudrais clarifier un point auprès de nos homologues arméniens. L'appartenance de leur pays à l'union douanière, avec la Russie, est incompatible avec l'accord européen de libre-échange approfondi et complet. Rand, c'est comme ça que vous voyez les choses? Est-ce incompatible? Il est certain que vous ne pouvez pas faire partie de l'union douanière, augmenter vos droits de douane et signer un accord de libre-échange approfondi et complet qui va baisser vos droits de douane. Je pourrais évoquer de nombreux exemples. Les deux choses sont incompatibles. Mais ce qui est compatible, c'est de conclure des accords de libre-échange avec l'Europe et avec la Russie. La Russie est votre premier partenaire commercial. Pour l'Arménie, est-ce que ça a un sens de rejoindre l'Union eurasienne? Tout d'abord, la Russie est simplement un partenaire avec lequel nous faisons un tiers de notre commerce. Pour les deux autres tiers, l'Union européenne occupe une bonne place. Faire partie de l'union douanière avec la Russie est incompatible avec la signature d'un accord de libre-échange approfondi et complet avec l'Europe. Mais l'Arménie n'avait pas vraiment le choix de rejoindre cette union douanière. Je pense qu'il y a eu une pression pour qu'elle le fasse. Et on doit comprendre que malheureusement, l'Arménie faisait face à de vraies difficultés et que le choix a été difficile à faire. Dernière question pour vous, Grigory. Que pouvez-vous dire à un contribuable européen pour le convaincre de financer le soutien apporté à votre pays en matière commerciale? Quel intérêt pour le citoyen européen d'avoir des relations plus étroites avec votre pays? Je peux rappeler que l'Ukraine appartient à l'Europe. Elle a des frontières avec 4 membres de l'Union européenne. Elle a une proximité géographique et représente un marché de 46 millions de consommateurs. Pourquoi un rapprochement est-il positif pour les deux parties? Parce que l'Union européenne dispose d'un marché de 500 millions de personnes. Il s'agit de renforcer l'Europe parce que la force de l'Europe repose sur une union de valeurs, une union qui garantit la liberté de circulation. C'est un bon investissement politique, économique et en matière de sécurité dans la réussite future de l'Union européenne. Grigory, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités, Rand Kostanian, Grigory Nemiria et Tevan Pogosyan. À bientôt pour une prochaine connexion à The Network.